Artus Bertrand, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir ici à la Fondation Good Planet. Voilà. On ne va pas revenir sur votre parcours qui est juste phénoménal. Non, surtout pas. Voilà. On assiste aujourd'hui ici à la Fondation une rencontre sur les abeilles. Voilà. Albert Einstein a dit que le jour où les abeilles disparaîtront, il ne resterait plus que 3 ans ou 5 ans à vivre pour l'humanité. Il peut se tromper, hein. Il s'est trompé sur la bombe atomique, il est revenu, il peut se tromper. Au vu des dégradations climatiques, et au vu des cataclysmes qu'il y a en ce moment, surtout les ouragans, Maria, etc., quel regard avez-vous sur notre écosystème? C'est un peu vaste comme question quand même. Ouais, je le sais. Non, d'abord, vous êtes ici à la Fondation Good Planet, et ça c'est dans le bois de Boulogne, près du château de Longchamp. Et tous les dimanches, on a des thèmes. Et on reçoit des gens gratuitement. Voilà, alors aujourd'hui on va parler des abeilles, et peut-être que demain Mathieu Ricard qui va venir peut-être parler de la méditation. Donc c'est un mélange de parler d'écologie, des insectes, de biodiversité, des arbres, et en même temps parler des réfugiés, parler de vivre ensemble, de lutter contre la pauvreté. Donc c'est vraiment un endroit où on parle d'écologie et d'humanisme. Pour moi, les choses sont très très liées, et sans doute que nous les écolos, on l'avait peut-être un petit peu oublié. Voilà. Alors, le regard que j'ai, c'est une question absolument impossible à répondre. Le regard que j'ai, c'est que la prise de conscience de l'impact de l'homme sur la planète, alors ce n'est pas la planète qui va disparaître, hein, c'est la vie qui va être transformée, la prise de conscience est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques, qui ont été assez loin de nous le dire, nous ont raconté, nous expliquent que si on continue comme ça, voilà, on ne peut pas continuer, que cette course à la croissance, on ne peut pas rester dans un monde qui va croître indéfiniment. Quand je suis né, on était 2 milliards. C'est souvent un chiffre que je dis. Aujourd'hui, on est 7 milliards 400 millions. Et moi, je ne vis pas comme mon père. La nourriture que je mange vient souvent du bout du monde. Même mes vêtements viennent du bout du monde. Donc toute notre vie a un impact. Et on est sur un monde, notre civilisation est basée sur la croissance. C'est-à-dire que c'est la croissance qui paye les fonctionnaires, les hôpitaux, les routes, l'école, et toute notre vie est basée sur la croissance. Et on sait très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais comme on n'a pas trouvé d'autre solution, on continue comme avant. En fin de compte, on vit dans une espèce de déni collectif. On ne veut pas croire ce qu'on sait tous, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de préparer un monde très difficile pour nos enfants et même pour nous. Quand on parle de la biodiversité, par exemple, il y a un chiffre inouï sur la biomasse des mammifères sur la Terre. Les mammifères, c'est quoi? C'est toi, les êtres humains, les animaux domestiques qu'on consomme et les animaux sauvages. Aujourd'hui, la biomasse des mammifères sur la Terre, c'est 98% l'homme et ses animaux domestiques. Tous les autres animaux, les mammifères sauvages, les éléphants, les hérissons, les rats, ne sont plus que 2%. Il y a pas c'est inouï. On est en train de parler de la disparition inexorable des éléphants. C'est écrit dans le journal, c'est écrit en titre, la disparition inexorable des éléphants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler 20 minutes, dans les 20 minutes, il y a un éléphant qui va être tué en Afrique. On dit que toutes les 20 minutes, il y a un éléphant qui est tué. Voilà, on est dans un monde qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter notre civilisation. On n'a pas trouvé l'autre solution. Alors, j'ai pas la solution, et nous avons besoin d'une vraie révolution. Moi, je vis dans un pays, le 6e pays le plus riche du monde. On passe son temps à se plaindre qu'on n'a pas assez. Moi, en France, 90% des gens ont largement assez. Il y a seulement des gens qui ont besoin de plus, mais on n'a pas le droit de se plaindre par rapport à ce que vivent les gens des autres pays. On a un peu oublié tout ça. J'ai pas la solution. La seule solution, je pense, c'est de regarder le monde avec moins de cynisme, moins de scepticisme, d'accepter que ça va arriver, et de regarder le monde avec plus de bienveillance, de gentillesse, et certainement de mettre un peu plus d'amour dans notre vie. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire ici, c'est de parler, de vivre ensemble. Oui. Alors c'est très utopiste, c'est très naïf, mais voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, et en même temps, c'est un discours qui est facile à comprendre. Et tout à l'heure, on prépare un film sur nous, ça s'appelle Legacy, sur un peu les gens, c'est les héros de l'environnement. Et ça ne veut rien dire, les héros de l'environnement, parce que bien sûr, les Al Gore, les Diane Fossey, les Jane Goodall, les Nicolas Hulot, bien sûr qu'ils ont été des lanceurs d'alerte. Mais pourquoi? Parce qu'on a été là au bon moment.
et qu'on a compris quelque chose. Voilà, on a compris qu'aujourd'hui, il se passait quelque chose. C'est rien de plus que ça. Et je pense qu'un boulanger peut aussi changer le monde à sa façon, qu'un homme politique peut changer le monde à sa façon, que toi, avec ton métier, tu peux changer le monde à ta façon. Il n'y a pas de héros. Il y a des gens simplement qui ont compris qu'à un moment, il fallait qu'on soit dans l'action. Et je pense qu'agir rend heureux, et moi, c'est ce qui me rend heureux. Dans ce monde très difficile et compliqué, on a tendance à être pessimiste, ben, je crois qu'il est beaucoup, beaucoup trop tard pour être pessimiste. Ce qu'il faut, c'est aller en avant. Voilà. C'est clair. Aujourd'hui, le G20, le dernier G20, voilà, il a mis en exergue, en tout cas, des difficultés, notamment liées à la prise de position, et notamment des États-Unis d'Amérique, par exemple, qui sont les premiers producteurs, par exemple, de pesticides. Aujourd'hui, si eux ne donnent pas l'exemple, est-ce qu'on a le droit de rester dans l'utopie? Non, mais arrête. La France est le pays qui met le plus de pesticides à l'hectare, plus que les Américains. Arrêtez de mettre le doigt sur les autres. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce qu'on fait nous? Regarde le débat sur les pesticides en ce moment en France. C'est la journée des abeilles ici, on en va en parler. C'est la couverture de Nouvel Obs cette semaine. C'est honteux ce qui est en train de se passer. C'est honteux ce qui est en train de se passer. Que nos États, on peut discuter sur Monsanto, peut-être que Monsanto a menti, mais nous, est-ce qu'on n'est pas capable, nous, en tant que citoyens, de s'élever contre ça? C'est pas la faute des politiques, c'est notre faute à nous. Il ne faut pas l'accepter, à nous de bien voter, à nous de dire ce qu'on a envie. Si tous les Français qui étaient contre envoyaient une lettre à Macron et qui se retrouvaient avec 20 millions de lettres disant arrêtez les pesticides, il arrêterait. N'oublions pas, on a les hommes politiques qu'on mérite. Arrêtez de mettre le doigt sur les Américains. Hier, j'ai fait un papier dans Vers Matin où justement il y a un peu de Trump en nous. On a tous un peu de Trump en nous, on a tous un peu de ce côté un peu nationaliste, un peu idiot de réagir rapidement, et on est souvent contre, on va même souvent de comprendre parce que c'est le tempérament un peu du français. Mais arrêtez, si on met des pesticides, c'est pas la faute de Monsanto, c'est les gens qui les achètent, et c'est les gens qui achètent les produits où il y a des pesticides. J'écoutais tout à l'heure sur BFM, il y avait un papier sur les paysans, et il disait mais j'ai besoin de Monsanto pour vivre, je ne peux pas faire autrement. Mais est-ce que lui, il met sa vie en danger, il met la vie de ses enfants en danger? Et voilà, et même si on n'est pas sûr à 90%, si on en est sûr qu'à 60%, ça suffit. C'est quand même... c'est toujours la faute des autres, quoi. Une fois, c'est la faute des Américains. Non, c'est ma faute à moi. C'est pas la faute des Américains. Il faut arrêter ça. On a tous notre part de responsabilité. Et il ne faut pas avoir peur d'être responsable. Alors, quel est le problème? C'est un manque d'information? C'est une prise de conscience qui n'est pas avérée? C'est qu'on privilégie notre confort à notre conscience. C'est plus facile. C'est plus facile de laisser faire, c'est plus facile d'acheter des produits pas chers, c'est plus facile d'acheter et puis de jeter quand on n'en a plus besoin. C'est plus facile, voilà, on va à la facilité. On va à la facilité et on se met en danger. Toujours pareil, parce que souvent notre façon de vivre voilà, et prend le pas sur nos convictions profondes. Voilà, et à tel point qu'il y a des moments où je me dis qu'entre les gens qui croient au changement climatique et les gens qui n'y croient pas, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Entre le gars qui croit au changement climatique, qui a une vie normale tous les jours, qui prend sa bagnole, qui prend l'avion, qui consomme la main, et celui qui ne croit pas, quelle est la différence? Il n'y en a pas beaucoup. Il le sait, mais est-ce qu'il a arrêté de manger de la viande? Parce que si on réfléchit bien, la viande émet plus de gaz à effet de serre que le transport. Ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. Et moi je mange plus de viande depuis 5 ans, j'ai fait 10 ans pour que j'y arrive, et autour de moi, les écolos, ils continuent de bouffer de la viande. Je ne suis pas un exemple. Hein. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande bien avant moi. Et voilà. Souffrance animale, on peut aussi se poser la question. Hein. Voilà, on parle d'amour, de gentillesse. Est-ce qu'on peut réfléchir? Voilà, on peut dire la vie c'est important et la souffrance animale ça existe. Voilà, et en fin de compte, qui vraiment a passé le pas? Qui vraiment a sauté ce mur-là? Pas beaucoup de personnes. Donc voilà. Non, moi je mets pas là. Les politiques, ils font leur boulot. Ils font leur COP, ils font leur boulot. Je pense qu'ils le font comme ils peuvent le faire, avec les moyens qu'ils ont. On vit dans démocratie, et c'est le citoyen qui a le pouvoir. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est pas justement d'aller à la... Vous avez souligné tout à l'heure la présence de Mathieu Ricard demain. Mathieu Ricard parle beaucoup d'altruisme, d'empathie, de bienveillance. Ouais. Voilà. Je crois que c'est la clé. Je pense que l'amour est la solution de tout. Plus d'amour en politique, plus d'amour en vie au quotidien, et de ne pas avoir pour dire qu'on aime les gens. Non, mais c'est complètement idiot, mais voilà.
Et ce qui est bien dans la méditation, j'y vais là, la méditation, c'est que tout le monde dit que la méditation, ça te rend, voilà, il y a plus d'altruisme, tu aides plus les gens, ça c'est important. Voilà. Voilà. Vous avez, en même temps, vous avez voyagé partout dans le monde, vous avez rencontré quasiment toutes les nations, vous avez survolé toutes les terres. Quelle est la terre ou les nations qui vous ont le plus, vous ont plus touché? Ça marche pas comme ça. C'est souvent une question, on me dit quel est le plus beau paysage, quel est l'endroit où tu te sens mieux. En fin de compte, là où tu es bien, c'est là où il y a les gens que tu aimes, ta famille, avec les gens que tu aimes, ça peut être dans un HLM, au bord d'une plage à Tahiti. Là où tu es bien, c'est là où il y a les gens que tu aimes. Ça, j'en suis persuadé. Et on peut être très heureux en banlieue, dans une barre d'immeuble très moche, si les gens autour de toi, si vous aimez, qu'on s'entraide, voilà, qu'il y a beaucoup de gentillesse et de bienveillance. C'est pas toujours comme ça, mais voilà. Et en même temps, on vit en démocratie, donc les politiques, on a les hommes politiques qu'on mérite, c'est les hommes politiques qui nous ressemblent. Le politique, il n'est pas plus courageux, il n'est pas plus intelligent que toi, il est comme toi, quoi, quelque part. Et donc, il va suivre l'opinion. Et c'est très difficile pour un homme politique de prendre des décisions qui ne sont pas populaires. C'est ce qu'on appelle un dictateur, après. Voilà, parce que voilà, on fait des choses sans l'avis de la population. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas un grand dictateur écolo, peut-être? J'imagine. Peut-être, voilà. Et je conseille à tout le monde de lire, moi qui ne suis pas croyant, je ne crois pas du tout en Dieu, et par contre, le pape a fait une encyclique extraordinaire qui s'appelle Laudaci sur l'environnement, justement. Et c'est vraiment si on estime que le pape est un chef d'État, c'est vraiment un des rares qui explique, qui dit vraiment que le capitalisme est en train de détruire la planète. Et je le crois profondément. Voilà. Cette envie d'avoir toujours plus, d'être toujours plus riche, est en train de tuer la planète. Et on l'a tous accepté. Voilà. Des grands scientifiques aujourd'hui, ils donnent à notre pas à la planète, mais à notre civilisation, une cinquantaine, voire une centaine d'années à vivre encore. Parce ils estiment qu'on sera 20 milliards dans une quinzaine, une vingtaine d'années. Voilà. Comment est-ce que toutes ces personnes vont être aujourd'hui, on est dans une surexploitation par exemple animale, comment on peut penser aujourd'hui, si les choses n'évoluent pas dans un autre sens, pouvoir nourrir toutes ces personnes? Je sais pas. Comment tu veux que je sache? Non, mais je pense que de toute façon, d'abord, on n'arrivera pas à 20 milliards. Que je pense que l'éducation, qui est en plus en plus, voilà, qu'il y a de plus en plus d'éducation chez les femmes, on travaille sur un film sur les femmes en ce moment, ça me passionne, et que dès que les femmes sont éduquées, elles font beaucoup moins d'enfants. Et je pense que je ne crois pas qu'on ira si vite. J'espère en tout cas que les pays comme l'Afrique, enfin quand c'est l'Afrique, c'est l'Inde, c'est des pays comme ça, qui sont là, avec une démographie galopante. J'espère en tout cas que cette lutte, parce qu'il y a quand même la pauvreté profonde est en train de reculer de plus en plus. Hein, voilà, il y a plus de pauvreté moyenne, si on veut. Et avec l'éducation, les femmes font moins d'enfants, je pense. Voilà. Maintenant, voilà, comment tu veux que je te réponde à cette question? Ça c'est génial que j'avais la réponse. Bah, c'est clair. Non, mais les gens te répondent, on va faire de la culture d'algues, Non, d'abord il faut arrêter de manger de la viande, c'est sûr. Parce que la viande aujourd'hui, 70% des céréales cultivées aux États-Unis servent à nourrir les animaux. En France, je ne sais pas quel est le pourcentage, ou à faire des biocarburants, donc ça il faut arrêter complètement. Il faut vraiment que les céréales servent à nourrir des gens. Voilà, et on peut vivre avec, en mangeant moins de viande. Voilà, dès qu'un pays devient riche, il mange de plus en plus de viande, et je crois qu'il faut arrêter. Parce que la viande c'est bon, la viande c'est synonyme de luxe, de confort, je crois qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, quelles seraient les clés vraiment, mis à part le fait de ne pas manger de viande? Non, je te répète, je suis pas, je n'ai pas les clés de ça. Moi, je suis quelqu'un qui cherche, et je n'ai pas les clés. Et au plus, ce qui est important, c'est d'être soi-même. C'est ce que dit Gandhi formidablement. Sois toi-même l'exemple que tu veux voir dans le monde. Donc, si tout le monde fait ça, ça ira tout seul, quoi. À nous de chercher. Et en plus, il y a dans l'homme une espèce de, naturellement, une envie de changer le monde. C'est pour ça qu'on est 7,4 milliards. On a tous en nous cette possibilité. Voilà, le chercheur, il va vouloir chercher un médicament pour soigner les cancers. On a tout le monde en nous. Le gars qui fait des bagnoles va faire une bagnole le plus développement durable possible. On a tous envie d'améliorer le monde. L'homme politique va vouloir
sauver son peuple. Voilà, il y a toujours une envie de rendre les choses meilleures et donner du sens à sa vie. C'est assez important de donner du sens à ce que tu fais, quoi. Et c'est dans la nature de l'homme. Si tout le monde avait compris qu'on peut tous faire quelque chose, et que éthiquement, moralement, il y a des choses qui sont très faciles à faire, et qui sont pas si difficiles à faire que ça, et surtout quand c'est pris dans ta conscience, comme je parle de la viande par exemple, je pourrais dire autre chose, quand tu as décidé par exemple de prendre ton vélo à Paris, de prendre de voiture, de prendre ton vélo, eh bien, tu es content de le faire, tu es fier de le faire. Et c'est pas quelque chose de difficile, parce que comme tu l'as accepté, tu le fais naturellement. Voilà, c'est ces réflexes-là qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas encore inscrits dans nos vies. Voilà, alors, et je pense que c'est vrai qu'on va aller au bout du truc. On va aller au bout du truc, et un jour on sera obligé de changer notre façon de vivre. Et là, il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble, parce que ça sera plus difficile qu'aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un paradis, hein. Démocratie, la santé, l'éducation, le travail, les aides. On vit dans un paradis, il ne faut pas oublier. Hein. Quand tu habites en Éthiopie, et que tu habites au Mali, et que tu vois sur Internet tout ce que tu as ici, tu n'as qu'une envie, c'est de venir, et c'est normal. Nous, on serait des gosses adolescents à Addis Abeba, on n'aurait qu'une envie, c'est de venir ici. C'est incroyable ce qu'on a, quoi. Voilà, et on a tendance à l'oublier. Ouais. Et en même temps, tous les pays du monde ne pourront pas avoir notre confort, c'est pas possible. Donc voilà, il faut qu'on apprenne, à mon avis, à réduire un petit peu pour partager avec les autres. Oui, mais est-ce que maintenant tous les pays du monde veulent avoir le confort d'ici? Oui. Je pense que tout le monde veut... Le confort matériel? Oui. Voilà. Je pense que tout le monde veut avoir de la santé pour ses enfants, la santé gratuite si possible, avoir un travail, avoir de l'éducation gratuite. Oui, je pense que c'est vraiment une envie qui est globale et universelle. Si c'est positif, c'est bien. Si. Ouais. En tout cas, j'ai pas d'autres questions, Yann Arthus. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir reçus. Vraiment, c'est un grand privilège. Vraiment. J'ai... Elle est très émue. Ouais. Il ne faut pas qu'elle soit émue. Vraiment un cadeau, vous nous faites. Non, vous êtes raison. Tu sais pas, faut pas. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de gens meilleurs que les autres. Ouais. Moi, j'ai eu la chance inouïe. D'abord, j'aime ce que je fais. J'ai un métier génial. Ouais. Et j'étais là au bon moment et j'étais là au bon endroit. Et, je veux dire, tous ces gens, il y a des moments dans ta vie où tu sais ce que tu fais donne du sens, quoi. Et tu es content de le faire, mais tu n'es pas meilleur que les autres, tu es aussi con, tu as le même ego que tout le monde, tu as les mêmes défauts quand tu rentres chez toi, tu fais les mêmes maladresses, tu n'es pas mieux que les autres, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir trouvé dans notre vie quelque chose qui donne du sens. Alors, comme on fait de la télé, on est un peu plus connu, mais je pense qu'il y a des infirmières qui rentrent chez elles le soir, qui sont heureuses d'avoir fait ce métier, qui ont toute la journée ont soigné des gens, ont donné de l'amour, de la gentillesse, et qui sont fiers de faire leur boulot. Tu as la maîtresse de maternelle qui rentre le soir chez elle et qui a été aussi heureuse que moi je peux l'être, et peut-être encore plus fière, qu'elle peut être encore plus fière que moi que je suis. Donc il faut se dire qu'il y a plein de gens, et en plus en France on est le pays des associations.